Donc pour le dernier débat de la Global Conférence, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants de choix sur un débat qui portera sur la rupture et l'équilibre dynamique. Mais on va un peu concrétiser tout ça à travers des expériences complémentaires. Une avec William Bourdon, avec un point de vue plus sur le droit, Jean-Marc Borrello sur l'entrepreneuriat social et solidaire, et puis Mario Pezzini, le point de vue plus politique publique depuis l'OCDE. Et donc moi, je suis Adam Baïz, je suis économiste au ministère de l'écologie sur la transition énergétique et je fais une thèse aux mines en parallèle. Mais ce soir, je parle juste en mon nom propre. Et donc on va commencer tout de suite. Et j'ai l'habitude simplement de... Je vais inviter chaque intervenant à se présenter lui-même en 3 à 4 minutes. Donc sa trajectoire et puis ce qu'il fait aujourd'hui essentiellement. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec William Bourdon. Oui, merci. Donc avocat, d'aucuns disent militant, mais je répugne à endosser cette expression de militant qui pour moi renvoie trop de naïveté et d'amateurisme. Mais en tous les cas, avocat, on va dire citoyen, avocat engagé, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme pendant une dizaine d'années, où j'ai essayé de porter le drapeau d'une justice pénale mondialisée, où j'ai participé activement à tous les travaux préparatoires à l'élaboration de la Cour pénale internationale. Avocat engagé, on en parlera tout à l'heure, dans la défense des victimes des grands crimes environnementaux et économiques et des crimes financiers, à travers l'association Sherpa que j'ai créée il y a maintenant à peu près 10 ans, et une activité très plurielle, très diverse, un peu à l'envers de ce qui est aujourd'hui le totem dans l'activité juridique, c'est-à-dire l'hyperspécialisation. Je crois au contraire à la transversalité et à l'universalité des savoirs et des expertises pour faire face à la complexité du monde et justement pour faire face à la complexité des enjeux et la difficulté de trouver des remèdes aux nouvelles formes d'impunité que la mondialisation fabrique chaque jour. J'ai considéré que j'avais quelque chose à faire avec le droit comme outil, comme instrument pour faire bouger les lignes, rapprocher les montagnes et éventuellement parfois un peu transformer l'utopie en réalité. D'accord, merci. Et en acceptant d'intervenir à ce débat sur la rupture, comment avez-vous abordé ce terme de rupture ? Moi je pense que on est dans une période très difficile où à la fois il y a une contraction vers des stratégies très individualistes, voire opportunistes, et que la menace que semble faire peser sur les destins individuels et collectifs toutes les nouvelles plaies d'Égypte, qui semblent s'accumuler les unes aux autres, valorise le recroquevillement personnel, valorise le recroquevillement identitaire, communautariste, et qu'il y a à la fois ce bouillonnement qui crée des colères collectives de plus en plus irrationnelles, qui cherchent du sens, qui sont dans un grand sentiment d'impuissance à fabriquer du sens pour que l'action fasse sens et fasse sonner et façonne d'ailleurs d'autres horizons. Et donc je pense que chacun porte, suivant ses positions, et spécialement quand il a des responsabilités et du pouvoir, une forme de responsabilité d'inventer des nouvelles ruptures. Pas les fausses ruptures, pas les ruptures de façade, les ruptures de comédie, pas les ruptures qui conduisent à des recroquevillements parfois fanatiques, mais des ruptures qui fondent une nouvelle forme d'action collective. Et je vois dans cette difficulté d'inventer cette nouvelle figure de la responsabilité, je vois évidemment beaucoup d'obstacles qui sont autant de sources de découragement. Et parmi ces obstacles, évidemment, il y a plusieurs formes de tyrannie qui fabriquent chaque jour du découragement, de l'opportunisme, et l'opportunisme comme antichambre aussi parfois au cynisme.
Quelles sont ces tyrannies qui aujourd'hui nous musellent et parfois nous pasteurisent? C'est la tyrannie du court-termisme. Cette tyrannie du court-termisme qui est absolument à l'envers de ce que le monde exige, c'est-à-dire que chaque citoyen porte un fragment de la défense de l'intérêt public. Mais porter un fragment de la défense de l'intérêt public, c'est long-termisme. Donc, couple de tensions très fort entre cette tyrannie du court-termisme et cette exigence d'infuser son action dans une logique de long terme. Tyrannie de l'argent, tyrannie de la financiarisation de l'économie mondiale, tyrannie aussi qui pèse lourdement sur l'action de la société civile, qui est celle de la complexité, une complexité qui est tellement tyrannique qu'elle conduit aujourd'hui un certain nombre d'acteurs publics à avoir inventé cette expression qui fait florès dans les conférences internationales, le TINA, There is no alternative, comme si les ONG étaient vouées à être en permanence mises en laisse, esclavagisées par la complexité et l'hypertechnicité des discours. Et enfin, tyrannie de la privatisation du monde, parce que cette privatisation du monde, cette privatisation de l'espace public rampante, elle est devant nous, elle est chaque jour palpable. Elle conduit un certain nombre d'acteurs privés de bonne ou de mauvaise foi, avec parfois une grande intensité de cynisme, à coloniser l'espace qui est celui que voudrait autonomiser la société civile et à conduire une partie des acteurs de la société civile, les ONG, à rentrer dans une forme d'angélisme, cet angélisme qui fait que certains voudraient continuer à nous faire croire que l'autorégulation puisse être autre chose qu'une gigantesque farce. Eh bien oui, il y a une forme de responsabilité de la rupture pour faire tomber les masques de l'autorégulation et nous convaincre ensemble, collectivement, de ce qu'il ne peut pas y avoir d'action autrement qu'en faisant de l'imagination une véritable insurrection individuelle. Comme le disait Václav Havel, l'insurrection individuelle est aujourd'hui le seul sillon pour véritablement inventer une forme nouvelle d'humanisation de la mondialisation. Très bien, merci, nous y reviendrons. Jean-Marc Borrello, de la même façon, votre trajectoire, SOS, et puis comment vous abordez la notion de rupture. Bonjour, bonsoir. Trajectoire, on va faire court. J'ai été fonctionnaire pendant une dizaine d'années, éducateur d'abord et ensuite membre de quelques cabinets ministériels de 81 à 87. Puis j'ai quitté la fonction publique et je suis devenu chef d'entreprise. Et j'ai donc présidé un groupe de PME dans des métiers divers et variés. Et en parallèle à ça, j'avais créé une association qui est devenue aujourd'hui le groupe SOS, association donc créée il y a 30 ans et dont j'assume aujourd'hui la direction, enfin depuis 30 ans, mais 15 ans de manière bénévole et 15 ans de manière salariée. Donc le groupe SOS aujourd'hui, c'est une structure qui a une quarantaine de métiers, donc on va faire court, mais qui se regroupent en la santé. Donc nous gérons des hôpitaux, les seniors, nous gérons un certain nombre de maisons de retraite, 55 ou 60. Nous gérons des centres d'éducation, donc depuis des crèches jusqu'à des maisons d'enfants, en passant par des centres éducatifs renforcés, enfin toute la panoplie de la protection sociale et judiciaire de la jeunesse. Un dispositif de solidarité qui regroupe tout ce qui touche autour du handicap. Et là aussi, nous gérons des institutions. Notre métier, c'est de gérer donc des centres de soins pour toutes sortes de handicaps psychiques, physiques, adultes, enfants, et ce à travers tout le pays. Un dispositif pour les difficultés sociales, donc en particulier les personnes sans domicile, puisqu'on doit héberger 2500 personnes sans domicile tous les soirs sur Paris et 4 ou 5 000 au niveau national. Et enfin, un dispositif autour du retour à l'emploi avec une 30 ou 40 entreprises d'insertion donc qui permettent le retour à l'emploi de gens qui en sont très éloignés dans des métiers extrêmement différents qui vont du commerce équitable au bâtiment en passant par des traiteurs, des bistrots, tous les métiers qu'on peut imaginer. Donc voilà, ça c'est le groupe SOS. Petite association née il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes 13 000 salariés. Donc c'est une maison qui a grandi, qui fait 20% de croissance annuelle, donc qui continue à grandir pas mal.
et dont l'idée est d'offrir des services d'excellence pour tous. Donc il ne s'agit pas d'une structure spécialisée pour pauvres, pour gens en difficulté. Il s'agit d'une structure qui offre des services d'excellence dans tous les champs dont je viens de vous parler, mais avec le souci de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière économique à l'entrée, c'est-à-dire que tout le monde soit traité de la même manière, quel que soit son niveau de revenu, vis-à-vis de l'accès aux soins, de l'accès au logement, de l'accès à l'éducation ou de l'accès à l'emploi. Donc ça, c'est un machin, une espèce de poème à la Prévert qu'est le groupe SOS aujourd'hui. Quant à la rupture, on est en rupture depuis le début. On est en rupture avec tout le monde. Donc on a été pendant assez longtemps, comment il disait, je ne sais plus. Enfin, devait être un peu inquiétant dans les 10 premières années, atypique dans les 10 années qui ont suivi. Et aujourd'hui, on dit exemplaire, ce qui est le moment de s'inquiéter. Et j'ai donc, pour essayer d'agrandir le bocal qui devenait un peu étroit pour les poissons rouges des entrepreneurs sociaux, présidé le mouvement des entrepreneurs sociaux pour essayer de faire grandir ce secteur de l'entrepreneuriat social qui grandit de manière extrêmement forte et dans notre pays et surtout à l'international parce que le sujet il est bien loin d'être national. Donc le groupe SOS, je vous parlais de nos activités françaises, c'est là que sont les 13 000 salariés, 1 millier d'entre eux d'ailleurs dans les DOM entre Réunion, Mayotte, Guyane et Guadeloupe. Mais nous sommes aussi présents dans une trentaine de pays avec des projets là aussi extrêmement différents puisqu'ils vont de l'accompagnement en santé classique sur des pays en difficulté jusqu'à la création de pépinières d'entreprises en ce moment à Hong Kong ou dans la Silicon Valley. Donc encore une fois, un panel qui est assez large d'activités à l'international comme au national. Et donc rupture parce que du point de vue économique, on a construit une entreprise qui n'appartient à personne, puisque pour aller vite, la holding est associative, donc cette entreprise n'appartiendra jamais à personne. Il n'y a pas d'actionnaire, donc je suis un patron heureux, je n'ai pas de dividendes à verser. Par contre, je dois rendre compte de l'impact social de la maison et évidemment de son équilibre économique, parce que même si l'objectif n'est pas essentiellement le résultat, il y a quand même 13 000 camarades à payer tous les mois, et donc une organisation qui ressemble d'assez près à une grande entreprise. Donc en résumé, passionné par l'intérêt général, je suis devenu fonctionnaire, passionné par l'efficacité, l'aspect économique, j'ai quitté la fonction publique pour devenir chef d'entreprise, et j'ai remis tout ça sur la troisième partie, dans une logique qui consiste à mettre une véritable logique économique extrêmement professionnalisée, puisque c'est le dernier point qui caractérise SOS, moi mis à part, donc une logique économique au service de l'intérêt général. C'est un peu le sujet actuel, qui n'a pas pour vocation de transformer l'économie sociale, dont je me fous un peu, mais qui a vocation de transformer l'économie tout court. D'accord, merci, on y reviendrons. Mario Pezzini, pour de la même façon, trajectoire et puis la rupture. Rupture et trajectoire. Alors, compte tenu de mes origines, ça me vient à l'esprit Antonio Tabucchi et Mastroianni pour un travail qui a été traduit en français comme Pereira Breton. À l'intérieur de ce roman, où on parle de la trajectoire d'un individu qui rompt avec le Portugal avant Salazar, il y a un médecin français qui raconte d'une théorie des années 30, où se passe le roman, comme quoi nous, on aurait à l'intérieur de nous-mêmes une confédération d'égos, avec un ego dominant, mais le point fondamental est que ça change dans le temps. Alors pour moi, ça a changé au moins 4 fois. La première, j'étais dirigeant d'une région en Italie qui s'appelle Emilia-Romagna. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de mon pays, c'est là où il y a Bologne. Après, j'ai fait le professeur universitaire en quelques pays, en incluant la France, troisième, où j'étais professeur à l'école des mines. Et après, j'ai donc rejoint l'OCDE en 1995 parce que l'organisation créait un service sur le développement régional, en entendant comme ça, pour ça le développement urbain, rural
et régional, ça m'intéressait, donc voilà. Et aujourd'hui, je dirige le centre de développement. 2 mots juste parce qu'il a une singularité. L'OCDE a été créé en 1961, en regroupant à l'époque les pays les plus riches. John Fitzgerald Kennedy a proposé la même année de créer aussi un centre dans lequel ils pouvaient être membres les pays développés, mais aussi les pays en développement. Membres, tous avec la même voix. C'était un rêve, il y avait la guerre froide. Le rêve est en train de se réaliser aujourd'hui parce qu'on a 27 pays membres de l'OCDE et du centre, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, la Corée du Sud. Mais on a aussi 22 pays qui sont membres du centre sans être membres de l'OCDE. Et là, c'est le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, l'Inde et du 1er juillet, la Chine. Donc, c'est un univers intéressant parce que là, on voit différentes ruptures qui doivent se confronter les unes avec les autres. Et donc, cette diversité, ça me plaît. Maintenant, qu'est-ce que je pense donc de la rupture? Beaucoup, M. Bourdon, il a dit, et je partage beaucoup de ce point. Laissez-moi rajouter quelques éléments additionnels pour les politiques publiques. Je pense qu'il y a une rupture à faire, une rupture parce que notre schéma d'interprétation et de lecture du monde ont fait faillite pour certains aspects, donc il faut reconstruire une façon de penser et de lire. On a pensé que la croissance, c'était l'objectif en soi. Aujourd'hui, il faut passer plutôt au bien-être, la croissance étant un instrument, pas un fin. On a pensé qu'en faisant des politiques sectorielles, attention, parce qu'en France, on est des champions là-dedans, en pensant à la politique agricole, on aurait résolu le problème. Dans certains cas, on les a aggravés davantage. La politique agricole étant une politique pour les commodités, n'est pas une politique pour l'agriculture à laquelle on rêve. Et il faut d'abord abandonner cette logique sectorielle qui est une logique technostructurelle, c'est-à-dire les technocrates, comme je suis, on est très capable d'inventer des justifications à nous-mêmes. Il faut revenir aux problèmes et aux opportunités et pas au secteur de politique. Et en troisième lieu, on a une tradition de politique publique sur les incitations financières, la plupart des fois indiscriminées, ça ne marche pas, il faut construire des biens publics, des biens collectifs. Et cela, ça demande aussi un différent type de gouvernance. Ce n'est plus un État central qui sait tout, l'information est transparente, est disponible à tout le monde, est symétrique, ce n'est pas vrai. Et donc il faut inventer une nouvelle forme de gouvernance, beaucoup plus multiniveau. Voilà. D'accord, merci. Donc c'était pour le tour de table. On va aller un petit peu dans le détail, dans des exemples. Monsieur Bourdon, donc vous avez dit que vous avez créé et que vous dirigez l'association Sherpa, qui traque et qui amène devant la justice des grands criminels financiers et écologiques. Juste en 2 mots, comment vous définissez un grand criminel écologique? Et en particulier, juste pour réagir à une chose que vous disiez il y a quelques minutes, vous parliez de complexité, notamment administrative ou des discours. Et on peut imaginer effectivement que cette complexité puisse enfermer les individus dans des schémas, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que vous envisagez cette complexité aussi comme un crime? Est-ce que vous l'attaquez aussi? Bon, d'abord, sur le fait d'amener, je ne suis pas obsédé moi, de scalper tout le 440 quand même. En plus, une vie ne suffira pas. Donc, mais enfin, je considère très clairement que derrière l'affichage extrêmement sophistiqué de certains messages éthiques des plus grands acteurs du monde industriel, il n'y a qu'un seul langage que certains de ces acteurs économiques entendent, c'est la menace du juge, c'est la menace de la sanction. Et il faut le dire très clairement, s'il n'y a pas un rapport de force pour essayer de compenser l'asymétrie structurelle, historique, entre ces souverainetés de fait que constituent ces grandes entreprises et des États dont la souveraineté parfois leur est disputée par ces mêmes acteurs, s'il n'y a pas cette menace du juge, oui, de façon absolument certaine, le soft law et cette nouvelle flûte de Pan que nous chantent aujourd'hui tous les acteurs industriels risquent plutôt de nous laisser à nos enfants et aux petits-enfants une humanité en lambeaux. Ceci étant, je ne suis pas obsédé du judiciaire, parce que la contrepartie de la complexité, c'est la pluralité et la biodiversité des solutions. Donc, parmi les solutions, il peut y avoir le dialogue et la médiation.
mais sans naïveté, sans angélisme. Et de ce point de vue, l'occasion m'est donnée de dire que l'un des grands enjeux pour les prochaines années, c'est la révolution copernicienne que doit faire la société civile. Et que si les ONG ne se technicisent pas, ne se professionnalisent pas, elles vont continuer avec plus ou moins d'enthousiasme et des jouissances parfois un peu honteuses à être larbinisées et esclavagisées par le marché. Il faut le dire. Il y a dans ceux qui ont sponsorisé cet événement des entreprises dont le casier judiciaire ne va pas cesser de se noircir dans les prochaines années. Ce casier judiciaire va se noircir et en même temps, on vient ici se blanchir. Voilà la réalité. Et cette réalité, c'est celle qui fait qu'au sein de Sherpa, nous essayons de défier cette complexité et nous faisons en sorte qu'elle ne soit pas une espèce de fatwa, une fatwa de l'impuissance. C'est tentant de répondre par une logique de dialogue, parce que le dialogue est en soi une vertu, mais il est aussi bien souvent un traquenard lorsqu'il y a une totale asymétrie de moyens, de ressources et d'informations. Et puis enfin, il y a quelque chose qui nous frappe tous. Que cherchent toutes ces grandes entreprises? Qu'est-ce qu'elles nous disent depuis 15 ou 20 ans? Elles nous tiennent un discours absolument inédit. Ce discours, c'est d'essayer de faire croire à l'humanité qu'elles sont devenues co-responsables de l'humanité. Et quand on va sur le site internet d'un certain nombre de grands acteurs du CAC 40, on a l'impression que c'est écrit à quatre mains par Nicolas Hulot et Stéphane Hessel, avec des réalités dans les filiales qui sont injurieuses pour ces si formidables discours. Et on peut se demander donc ce qui est recherché par ces grands acteurs industriels, avec une grande diversité, avec des sincérités successives et relatives, avec du plus grand cynisme au plus grand humanisme. C'est en étant de plus en plus co-responsable d'être de plus en plus irresponsable. C'est ça la nouvelle doxa du marché. C'est faites-nous confiance dans le fait qu'on va assumer cette co-responsabilité face à un intérêt général menacé. Laissez-nous tranquilles alors même que la crise économique fait que les déclarations d'amour se multiplient à l'égard des entreprises, confère la dernière déclaration de Manuel Valls. Et quelques semaines après cette déclaration de Manuel Valls, la loi que nous avons essayé de porter au sein de Sherpa pour rendre responsables les grands groupes pour les agissements de leurs filiales et les sous-filiales n'a pas été complètement mise en lambeaux, mais l'essentiel, le cœur nucléaire de cette loi a été largement érodé. Donc oui, il y a une responsabilité, je termine là-dessus, de la rupture, mais pas n'importe quelle rupture. La rupture, c'est pas faire un pas de côté. La rupture, c'est pas inventer un nouveau modèle de ceci ou de cela. La rupture, c'est assumer une dimension transgressive, subversive même. La rupture, c'est assumer pour soi-même une forme de sacrifice. Que n'a-t-on entendu les discours de ces grands patrons il y a quelques années qui nous ont dit oui, on va rompre avec cette logique de l'accumulation des stocks options, de cette cupidité qui avait comme effet pervers de décrédibiliser tous les plans sociaux et toutes les tentatives de dialogue avec les syndicats. Quel est le résultat? Rien. Rien. Où est la rupture? Il n'y en a pas eu. C'est une formidable farce. C'est une gigantesque blague. Il faut là-dessus se dessiller les yeux. Alors, il n'y a pas de rupture autrement que dans une forme de prise de risque, que dans une forme de courage entre soi et soi, de courage avec ses propres codes, de courage avec là d'où on vient, parce que, faute de quoi, eh bien, toutes les ruptures seront autant de petites trahisons annoncées, c'est-à-dire celles au fond qui vont contribuer à maintenir et à pérenniser le système tout en faisant croire qu'on est en train de le changer, de le modifier. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples de situations où vous avez réussi à convaincre ou à faire plier des institutions publiques ou des entreprises? Écoutez, j'ai un exemple de double rupture. Après des années d'enquête au Niger et au Gabon, face à des centaines d'anciens travailleurs gabonais et nigériens qui souffraient de pathologies liées aux conditions dans lesquelles ils avaient extrait l'uranium, on a réussi, 2 ans de négociations très dures, très âpres, à inventer un accord avec le groupe Areva, à l'époque dirigé par Arnaud Vergeon. Arnaud Vergeon, pour qui le drapeau du développement durable semble a priori être un drapeau porté plutôt sincèrement, on va dire. Et quand j'ai signé cet accord qui prévoyait un mécanisme d'indemnisation privée pour des centaines de gens, qui pour certains allaient terminer en phase terminale dans leur village du Niger sans l'ombre d'un remède ou d'un médicament. Le numéro 3 d'Areva me met la main sur l'épaule, il me dit « Maître Bourdon, vous êtes courageux ». Je me suis demandé si ce n'était pas un baiser qui tue, ou en tous les cas qui allait peut-être m'égratigner.
Et j'ai pris le risque, je n'ai pas pris ça pour un hommage. Et donc nous avons bouclé cet accord. Première rupture, je me fais cracher dessus par mon propre camp. Une partie de la société civile française qui m'explique qu'il ne faut pas négocier avec le marché parce que sinon on baisse son pantalon devant le diable. Des attaques infernales sur Sherpa et sur moi-même, de mon propre camp. Et deuxième rupture, l'arrivée de Luc Courcel fait que cet accord passé avec Areva qui promettait d'être sans précédent, cet accord est exécuté avec une certaine mauvaise foi. Et donc je le dénonce. Deuxième rupture, je break l'accord et je dénonce le fait que décidément, négocier avec un grand acteur du marché paraît bien difficile. Je ne veux pas apparaître comme irresponsable. Et donc je tire comme enseignement de ces deux ruptures successives, une avec mon propre camp et une avec l'autre camp, qu'effectivement il faut rester sur une ligne de crête, acrobatique, funambule, difficile, mais d'évidence il n'y a pas d'autre choix. D'accord, merci. Je tente une transition avec Jean-Marc Borrello. Vous parliez tout à l'heure des associations qui doivent se professionnaliser pour ne pas être happées par la logique de marché. Et justement, est-ce que c'est un peu ce que vous faites? Vous amenez des associations à intégrer la logique vous parlez d'efficacité économique. Donc on parle de quelle logique de quelle efficacité économique vous parlez et comment vous vous y prenez envers ces personnes, ces associations? Pour aller vite, le chiffre d'affaires du groupe SOS, c'est à peu près 700 millions d'euros par an. 75% de ce chiffre d'affaires, il est sur le marché concurrentiel. C'est-à-dire que nous avons des concurrents qui s'appellent la Générale de Santé, Corum, Vitalia, Babylou dans la gestion des crèches, et puis on pourrait continuer comme ça. L'idée de SOS, c'était de créer des alternatives possibles et de démontrer par la preuve qu'on peut avoir des systèmes économiques différents. Alors si on gagne, c'est pas parce que nous sommes gentils, qu'on appartient à l'économie sociale, c'est parce qu'on est meilleur. C'est-à-dire que les lois du marché s'appliquent lorsqu'il s'agit de reprendre un hôpital, de créer des maisons de retraite, de créer des crèches, etc. Et nous sommes en parfaite concurrence. Alors, premier sujet, lorsqu'il s'agissait de professionnalisation, effectivement, on a une chance inouïe, c'est que notre secteur, il y a 30 ans, était peuplé d'élus, syndicalistes, enseignants, pleins de bonne volonté, qui voulaient changer le monde avec un niveau de compétence qui était extrêmement limité dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, la plupart des grandes universités business school produisent, enseignent l'entrepreneuriat social. C'est vrai pour HEC, pour l'ESSEC, pour Sciences Po, pour le SCP, etc. Donc, et dans la plupart de ces cas, à peine les Master 2 sont ouverts qui sont pleins. SOS avait commencé il y a longtemps, mais le mouvement s'amplifie aujourd'hui et est largement généralisé. Nous avons les meilleurs des meilleures écoles qui souhaitent donner un sens un peu différent à leur vie et qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans la course au stock option, au golden parachute, etc. Et qui ont envie à la fois d'avoir une activité extrêmement professionnelle et extrêmement pointue, parce que c'est leur état d'esprit, et à la fois que cette activité, elle soit au service de l'intérêt général et pas pour faire augmenter le dividende des actionnaires. Donc le sujet, c'était effectivement professionnaliser ces sujets et avec un projet politique, j'ai un peu de mal à utiliser ce mot encore, mais pourtant un projet politique qui soit un peu différent, c'est-à-dire cessons d'imaginer que le seul modèle, c'est des entreprises, quelles qu'elles soient, qui créeraient de la richesse, des pouvoirs publics qui ponctionneraient la part de richesse qui ne serait pas défiscalisée dans un paradis quelconque, et des gentilles associations qui redistribuaient aux pauvres la partie qu'on veut bien leur donner. On a compris depuis longtemps que la subvention publique deviendrait comme l'eau une ressource rare et qu'il fallait créer de la richesse. Donc l'idée, c'est de raccourcir un peu ce cheminement, créer de la richesse soi-même et l'utiliser immédiatement dans un cycle économique qui soit vertueux sans avoir le passage obligatoire par ce que je viens de décrire. Parce qu'effectivement, une entreprise, les comportements dont William vient de parler sont aussi liés au fait que
dans l'entreprise, la finance et les acteurs financiers, dans un certain nombre de cas, ont pris le pas sur tout le reste, et que le sujet n'est même plus l'entreprise, sa viabilité, sa capacité d'innover, mais la rentabilité à court terme. Alors, on a vu où ça nous a mené il y a quelques années. Il n'empêche que le danger, que ces mauvaises habitudes reviennent assez rapidement. Et donc l'idée, très clairement, c'était de dire on peut avoir des dispositifs essentiels. On parle d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'accès. Il ne s'agit pas de vendre des sacs à main avenue Montaigne. Ça, c'est pas essentiel à l'humanité. Donc c'est parfait que ça existe, mais on ne le fera pas. Par contre, permettre à quelqu'un d'être soigné correctement, permettre à un enfant d'être éduqué correctement, permettre à quelqu'un qui dort dans la rue d'accéder à un logement, nous paraissent des droits qui ne doivent pas être formels. Alors on peut évidemment faire un certain nombre de réglementations, mais si c'est pour arriver à des droits formels, alors je ne vais pas parler du DALO, mais effectivement, on devrait pouvoir porter plainte, et on le fait d'ailleurs, lorsque la puissance publique n'est pas en capacité de vous fournir un logement. Le problème, c'est que le nombre de gens qui vivent dans les rues à Paris et ailleurs est en train d'augmenter considérablement. Donc l'idée, c'est de dire comment fait-on pour permettre l'accès à un logement de ceux qui vivent aujourd'hui dans la rue. Et ça exige de l'innovation, de la rupture, parce qu'en plus, peut-être que ce secteur, dans une époque qui est révolue, imaginait que la qualité de la prestation était liée à son coût. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous devons faire mieux, en tout cas dans les secteurs que je connais, avec sans doute moins. Et je ne suis pas persuadé, pour parler des deux camps, qu'on soit quelquefois très bien compris. Pour être clair, sur ma gauche, ce qui fait quand même assez... Enfin bon, à gauche, on me dit mais il faut promouvoir l'hôpital public parce que c'est le seul moyen que l'ensemble de l'accès aux soins soit égalitaire. Et en général, je réponds, appelle un hôpital public, essaie d'obtenir un rendez-vous avec un professeur, et on te répondra que si tu passes par la clientèle privée, tu l'as en 15 jours. Si tu passes par la clientèle non privée, tu l'auras dans 3 mois. Et donc, même le fait d'être public n'est pas une garantie d'accès égalitaire aux soins. Les tarifs, alors je ne parlerai pas des tarifs du privé, mais le sujet, c'est que les tarifs deviennent une deuxième barrière. Donc, on a décidé d'essayer de démontrer dans les quelques hôpitaux, la dizaine d'hôpitaux que nous gérons, il n'y a pas de tarif supérieur à celui de l'assurance maladie. Donc tout le monde a accès à l'ensemble des soins. Il n'y a pas de clientèle privée, c'est interdit pour la totalité des médecins, donc les rendez-vous sont donnés en fonction de la chronologie des appels. Quant aux services dits connexes, depuis la chambre individuelle jusqu'au téléviseur dans la chambre, soit les gens ont une mutuelle et ça leur est facturé au prix exact que la mutuelle leur rembourse, soit ils n'ont pas de mutuelle et ça ne leur est pas facturé du tout. Donc l'idée est simple, c'est d'imaginer des services et des produits qui soient accessibles à tous, sans reste à charge pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Et là-dessus, c'est un vrai projet politique. Un dernier exemple pour illustrer les choses en matière de modèle économique. Aujourd'hui, il y a 2 projets sur la prise en charge de la dépendance, pour aller vite, les maisons de retraite médicalisées. Il y a un projet privé lucratif, qui est classique pour du privé lucratif, on segmente le marché, c'est-à-dire on fait des maisons de retraite extrêmement chères, entre 2 500 et 4 000 euros par mois et beaucoup plus en Île-de-France, et puis on fait des maisons de retraite low cost, qui sont évidemment pas les mêmes, avec les services qui sont très différents. Ça, c'est le projet du privé lucratif. Nous, on dit, on fait des maisons de retraite qui sont toutes avec un certain nombre de caractéristiques communes. Tout le monde a exactement le même type de prestation, mais la facturation dépend du revenu. Ce n'est pas la peine d'être prix Nobel d'économie pour y avoir pensé. On dit simplement, ceux qui ont des revenus plus importants paieront un peu plus le même service que ceux qui ont des revenus moins importants, et ceux qui n'ont pas de revenus du tout, on fait en sorte que le coût soit le coût de l'aide sociale, auquel cas, même s'ils n'ont pas de revenus, le département prendra en charge, puisque c'est lui qui règle dans ces cas-là, le séjour. Donc on est vraiment sur l'idée de travailler l'économique, mais pour le mettre au service de l'intérêt général. Comment on fait? Il faut être aussi bon en matière de gestion, sinon ça ne marche pas. Et ce qui est habituellement distribué aux actionnaires est réinvesti dans la maison
soit pour offrir des prestations gratuites, pour aller vite, soit pour permettre à la maison de grandir et d'offrir de plus en plus de prestations à de plus en plus de gens. Donc c'est vraiment démonter le système économique dans ce qu'il a de compliqué quelquefois. On a considéré que dans un groupe comme SOS, l'écart des salaires pouvait parfaitement tenir entre 1 à 10. Et donc, on a décidé qu'il serait entre 1 à 10. Alors, il doit y en avoir peut-être quelques-uns qui sont entre 10 et 12 parce qu'ils sont des structures qu'on a repris. Mais en gros, on peut faire fonctionner une entreprise qui va bien, qui est peuplée d'excellents diplômés, sans avoir des écarts de salaire de 1 à 400. Et pour être tout à fait exact, moi, je ne sais pas diriger une entreprise dans laquelle certains gagnent 400 fois le salaire des autres. Par contre, de 1 à 10, ça peut me permettre d'être assez exigeant avec l'ensemble de la maison, surtout ceux qui sont entre 5 et 10. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, c'est vraiment l'idée d'une rupture avec des logiques économiques qui, fatalement, nous ramèneront aux mêmes erreurs. On peut imaginer tout ce qu'on veut, aussi longtemps que la prise de conscience du dysfonctionnement de la tuyauterie entrepreneuriale n'est pas prise en compte, fatalement, il restera, moi je rejoins William, parce qu'on considère que voler une baguette mérite un tribunal correctionnel, que par contre, les chefs d'entreprise entre eux sont parfaitement capables de s'organiser avec des codes éthiques et que ce n'est pas du tout la peine que la loi s'en mêle. La réalité, c'est que bien souvent, le vol de la baguette est moins préjudiciable que le fait de couler une entreprise de plusieurs milliers de salariés, soit par incompétence, soit par malveillance. Donc il faut qu'il y ait cette barrière qui est la loi, et dans le mécanisme économique, il faut créer des alternatives pour qu'on arrête de nous dire que de toute façon, il n'y a que le marché et que les règles de marché qui permettront de créer de la richesse. C'est faux. Il n'y a qu'une économie, mais elle n'est pas forcément basée sur le modèle qui nous est présenté habituellement. D'accord, et vous qui disiez vouloir changer l'économie en général, est-ce que c'est logique par exemple de facturation au revenu ou alors d'absence d'actionnariat et de dividendes? Est-ce que c'est possible pour des boutiques qui vendent des sacs à main ou des automobiles? Évidemment. Enfin, c'est pas un scoop, on n'a pas décidé d'ouvrir une boutique avenue Montaigne pour vendre des sacs à main à 4 000 euros. Tous les pans de l'activité peuvent être touchés par ce... Il s'agit bien par ce mécanisme. Alors, on a décidé, parce que ça nous paraissait logique, de commencer par les besoins essentiels. Encore une fois, l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, etc. Mais on peut étendre ce dispositif. D'ailleurs, on a travaillé avec Benoît Hamon assez proche pendant un an pour faire une loi sur l'économie sociale et solidaire qui permet à ce secteur de grandir. Mais encore une fois, on est en train d'ouvrir des entreprises d'insertion dans la Silicon Valley, des petits machins au pied du siège au pied de Tours, siège d'énormes entreprises, mais on est implanté là-bas. On est en train de développer des pépinières d'entreprises à Hong Kong, mais à Tunis, qui elle fonctionne, mais à Casablanca, qui est en train d'ouvrir, à Austin, au Texas. Donc l'idée, c'est que vraiment, la logique de création de richesse, si elle est mise au service de l'intérêt général, il ne faut pas être angélique, on n'est pas chez les bisounours. Ce qui est compliqué, ce n'est pas de distribuer la richesse, c'est de la créer. Enfin, moi, ça fait 30 ans que ça dure. Je peux vous dire qu'on n'a pas de grosses difficultés pour voir les priorités de distribution de richesse. Par contre, pour faire des résultats, il faut se lever le matin, il faut être bon, il faut bosser, il faut être inventif, il faut avoir des produits et services adaptés. Il faut que la gestion soit millimétrée si on veut faire des résultats. Si on est dans une logique associativo, amateuro, je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Et il faut être bon. Et si on crée de la richesse, on en fait ce qu'on en veut. On n'a pas besoin de la bénédiction des pouvoirs publics, ni du sponsoring de je ne sais qui. C'est la richesse créée qui est utilisée pour servir l'intérêt général. D'accord. Donc, pour continuer sur la logique économique, est-ce qu'à l'OCDE et au centre de développement que vous dirigez, est-ce qu'il y a une logique économique en particulier que vous promouvez? Et si oui, les politiques innovantes qui émergent du centre de développement, est-ce qu'elles ont des caractéristiques communes? Je pense que toujours les systèmes économiques ont été composés de plusieurs, pas seulement types d'entreprises, mais aussi différents types d'organisations. L'idée qu'il y a un modèle unique de convergence est une idée typique à certaines cultures. Peut-être
au-delà de l'Atlantique, mais aussi ici. Dans les moments de majeure diffusion du Fordisme, le Fordisme représentait en réalité 30-35% de l'appareil industriel de nos économies. Donc, en réalité, ont toujours existé des autres formes. Le problème est l'équilibre entre... Pas l'équilibre, si on va privilégier une sur les autres. Ce qui a été fait, souvent fait. C'était souvent le cas. En écoutant les descriptions jusqu'à maintenant, je m'interrogeais sur l'épisode LIP et pourquoi à un certain moment LIP a été étranglé, grosso modo. Voilà. Donc la question est comment faire en sorte que ces différences dans le domaine économique à l'intérieur d'un pays et aussi les différentes trajectoires de développement économique des pays puissent exister aussi comme résultat des choix des différents pays. Alors, je pense que les dernières années, ils nous enseignent beaucoup. Parce que, juste pour citer très peu de données, si on prend les années 90 et on va regarder combien de pays ont fait plus que le double du taux de croissance moyenne des pays de l'OCDE, on rencontre 13 pays qui sont grosso modo les suspects habituels, la Chine, le Chili, la République dominicaine, la Malaisie. Mais si on va faire le même exercice dans les premières 10 années de 2000-2010, les pays qui ont fait mieux que le double du taux de croissance des pays de l'OCDE ne sont pas 13, sont 83. Ce qui démontre qu'il y a eu une multiplication des cas où de nouveaux acteurs, de nouvelles formes économiques, elles se sont présentées. Alors vous posez la question, quelles sont les politiques innovantes qui pourraient en quelque sorte accompagner ce processus? Alors je pense que derrière l'idée d'une innovation, des fois ça se cache un petit peu le diable. C'est-à-dire l'idée d'un progrès linéaire, comme quoi ce qui est nouveau est mieux que le vieux. Et que donc il faudrait copier le processus de la mode, de la formation des préférences dans la mode. Ce n'est pas tout à fait le cas. Souvent, les politiques efficaces et donc de rupture, innovantes par rapport au système économique, sont des anciennes politiques. Permettez de faire quelques exemples pour expliquer ce que je veux dire. Il n'y a aucun doute qu'une série d'innovations ont existé. Ceux qui en anglais, je suis désolé, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, les CTT, Conditional Cash Transfer, les politiques dans lesquelles on donnait l'argent aux femmes, pas aux hommes, parce qu'ils les utilisent mal, à condition que l'enfant aille à l'école et aille voir un docteur. Ce sont des politiques de qui on peut discuter l'efficacité, mais je pense que personne ne la va nier au fond. Où est-ce qu'elles ont été inventées? Elles ont été inventées au Brésil, au Mexique et au Bangladesh. Et après, elles se sont diffusées en 83 pays. La municipalité de New York récemment a adopté un chemin qui est très similaire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cela? D'abord que l'innovation vient de toutes parts. Et il ne faut pas penser que ceux qui sont supposés être les pays plus avancés, ils peuvent apprendre aux autres quoi faire. Première chose. Mais en deuxième lieu, si on regarde dans ces pays qui se présentent aujourd'hui comme émergents, quelles sont souvent les ruptures? Ce sont des politiques très traditionnelles. Les impôts. Aujourd'hui, en moyenne, dans les pays OCDE, les impôts représentent 35% du PIB. Si on regarde en Amérique latine, il y a des pays qui ont 10-15%. Prenons le Mexique à 11,4%. Et après, on arrive à 20% parce qu'on utilise les revenus du pétrole. Le Chili, un pays considéré assez avancé, est autour de 24% parce qu'il y a eu, avec le deuxième gouvernement Bachelet, quelques réformes. Les seuls pays qui ont des pourcentages qui sont comparables aux pays OCDE sont le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Donc vous voyez bien que dans ces pays, une politique innovante, les impôts, elle s'impose comme absolument cruciale. Autre exemple, la politique industrielle. Quand vous avez une spécialisation dans l'industrie des ressources naturelles, on le sait, vous finissez pour avoir une société extrêmement polarisée. Parce qu'il y a des emplois compétitifs, ceux qui sont dans les mines, qui peuvent avoir des salaires relativement élevés, qui leur proposent des services aussi et protégés parce que ce sont des emplois qui ne sont pas exposés à la compétition.
Et donc, il peut aussi améliorer la condition. Mais au milieu, la manufacture, elle s'écrase parce que le taux d'échange ne permet pas d'être compétitive. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a une diversification industrielle qui est indispensable. Comment est-ce qu'on peut la faire sans des politiques industrielles? Bien sûr, il faut discuter quelles sont les politiques d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont les mêmes du passé? Mais il n'y a aucun doute, l'Union africaine a comme premier objectif la transformation productive. Donc, de reprendre en main des politiques que dans les dernières 30 années, on a oubliées. Les politiques de développement régional, c'est un autre exemple. En Afrique, il va y avoir un doublement de la population d'ici au 250. Et en conséquence, va y avoir beaucoup plus de jeunes, ce qui est un avantage. Parce qu'aujourd'hui, un jeune porte sur les épaules un ancien. Demain, il y aura beaucoup plus de jeunes. Mais si on ne donne pas un emploi aux jeunes, qu'est-ce qui va se passer? C'est évident que les emplois, on peut les créer un petit peu dans le secteur public, un petit peu dans les mines, un petit peu avec une transformation industrielle que toutefois ne se produise pas, parce que l'Afrique à présent produit 2,2% de la production globale des produits intermédiaires. Donc, elle ne profite pas encore des chaînes globales des valeurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser toutes les opportunités qui existent et sont extraordinaires dans les territoires. Mais la politique industrielle, dans les années 70, a été abandonnée, issue aussi des interventions des organisations de Bretton Woods. Donc, sont restés des instruments, des free zones, des corridors, des régions transfrontalières ici, là, mais leur somme ne fait pas une politique. Ce qu'il faut faire est reconstruire une logique d'intervention cohérente. Voilà des exemples de choses qui ne sont pas du tout innovantes ni nouvelles, mais sont très efficaces dans les réalités en question. D'accord. Et dans la conduite même de la rupture, donc au centre de développement de l'OCDE, il y a beaucoup d'acteurs, de partenaires, de pays. Comment vous arrivez à faire bouger malgré cette hétérogénéité et cette multiplicité d'acteurs? Mais l'hétérogénéité, c'est une valeur, c'est un avantage. Pensons l'inverse. C'est quoi une situation d'homogénéité? Elle a existé quand les pays coloniaux contrôlaient la relation avec les pays en développement. Et c'était quoi la philosophie de fond? Il y a un processus de modernisation, c'est ce qu'on a fait nous. Il y a une façon de faire les choses, c'est celle qui privilège nos entreprises. Allons-y. Qu'est-ce qui a produit ce type de mécanisme? En vérité, très peu. Aujourd'hui, on ne peut plus le proposer. Donc, il faut réinventer. Et en plus, le même mécanisme de qui je parle, ethnocentrique, en vérité, est en crise aujourd'hui. Donc, il est indispensable de valoriser les différences. Et il est indispensable de valoriser les différentes expériences et d'apprendre les unes les autres. Aujourd'hui, s'il y a eu un grand changement dans un pays entre ceux que je mentionnais jusqu'à maintenant, c'est le Brésil. C'est quoi? Le pays qui a eu la capacité de réduire en partie des inégalités. Bien évidemment, le Brésil, il partait de très haut. Mais c'est le Brésil. Pendant la présidence Lula et en partie pendant la présente présidente. Donc là, il y a des innovations significatives. Très intéressant, vous allez voir d'où ils viennent, cette capacité de réduire les inégalités. Elles viennent sûrement de Bolsa Familia, donc Conditional Cash Transfer. Elles viennent du salaire minimum, politique très innovante. Elle existait depuis 1939 au Brésil, mais c'est Lula qui l'a monté de 70%. Elle vient de la Banque de développement. Or, tous les pays, entre autres européennes, ils ont soutenu dans les dernières décennies que les banques de développement étaient finies, parce que le secteur public ne pouvait pas faire le travail du secteur privé. Voilà, par contre, on voit exactement le contraire. D'accord. Comme il y a des contraintes de temps, on va prendre tout de suite, si ça vous va, des questions du public, sinon j'en ai plein d'autres. Alors, 2-3 questions en vous présentant. Oui, monsieur? Alors, avec un micro. En stéréo. Donc, très rapidement, merci. Merci. Je suis Robert Bapor-Lupote, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ma question s'adresse à Maître William Bourdon. Il est clair que nous parlons tous de la rupture. Le siècle de lumière était une rupture. La révolution industrielle était une rupture.
Mais jusque-là, depuis que nous parlons, nous ne donnons pas un nom à cette rupture. La rupture qui doit être indispensable à l'avenir de notre monde est-elle systémique, épistémologique, anthropologique ou civilisationnelle? Je vous remercie. D'accord, merci. Je vois une deuxième question derrière. Bonjour, je m'appelle Djogan Adebisi, je suis président d'Initiative for Africa. J'ai une question qui porte plutôt sur l'actualité, l'actualité brûlante. J'aimerais savoir si le non du peuple grec dimanche dernier au référendum, au plan proposé par les créanciers de ce pays, justement, ne pose pas les jalons d'une certaine rupture par rapport au modèle économique, par rapport à un certain nombre de paradigmes économiques qui ont jusque-là régi l'Europe, le monde occidental. Merci. D'accord, merci. Peut-être une troisième question? Oui? Ok, donc on commence. Et je ne voyais pas. Ok. Merci beaucoup. Je pense que du coup, ce sera la dernière question. Merci, messieurs, pour ces témoignages. Justement, on est dans la cérémonie de clôture. On vient d'évoquer une meilleure justice pour tous. On vient d'évoquer d'un nouveau modèle de société avec de l'accès à l'éducation, à la vieillesse, une société, un enjeu énorme, mais également des nouveaux modèles économiques mis en place de croissance favorable à nos modèles de société. Donc j'ai envie de savoir quelle est votre vision pour l'avenir. On a beaucoup parlé de la COP21 et je voulais avoir vos points de vue là-dessus, à la fois sur le monde de la justice, de la société, mais également économique. Qu'est-ce que vous en attendez? Merci beaucoup. Je vous réponds d'abord sur votre question qui est évidemment une immense question. La nuit ne suffirait pas pour y répondre et même il faudrait d'autres nuits. Non, bien sûr que l'immense complexité des enjeux, l'immense complexité des menaces, le fait que le monde semble être au cœur d'une lutte frontale entre une exigence éthique et la toute-puissance du cynisme, et ce alors même que les nouveaux habits du cynisme, c'est aujourd'hui l'éthique, et ce alors même qu'on comprend bien l'extrême difficulté, c'est ce que évoquait tout à l'heure Jean-Marc, d'imaginer un monde où l'exigence de l'intérêt général pourrait se fédérer, se métisser dans le long terme, d'une façon respectueuse des grandes exigences économiques, mais en même temps exigences aussi éthiques avec les exigences de l'intérêt public. Donc évidemment que cette logique de rupture, elle est civilisationnelle, elle est copernicienne, elle est aussi psychologique, et elle va supposer cette multiplication d'insurrections individuelles que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi d'insurrections collectives. Et la transition est toute trouvée pour évoquer l'oxy, qui veut dire non en grec, l'oxy des Grecs à la troïka européenne. D'abord une remarque sur l'ambiguïté du vote grec. Ça me fait penser à des personnes que je défends et qui sont tellement dans la souffrance du déni de justice, ont tellement enduré d'humiliation qu'elles fabriquent elles-mêmes la cause de leur propre malheur et qu'elles deviennent les partenaires de leur propre souffrance. Et que dans ce non-là, il y a une coloration populiste, il y a une alliance entre l'extrême droite et l'extrême gauche qui n'est pas plaisante. Et donc on voit bien que notre responsabilité individuelle et collective, c'est précisément faire en sorte que toutes ces colères collectives ne nourrissent pas le populisme. Et derrière le populisme, toutes les formes d'intégrisme et de fanatisme qui sont les nouvelles menaces aussi qui pèsent sur le monde. Donc je salue ce nom comme une forme effectivement de rupture, mais j'en vois bien aussi le péril, les dangers et l'ambiguïté. Et pour éviter précisément de contraindre des peuples ou des individus à basculer dans cette forme d'outrance, dans la résistance à ce qu'ils perçoivent comme une toute-puissance cynique, c'est ce qui valorise encore plus notre obligation d'être citoyen, c'est-à-dire d'être le plus possible adossé à ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire cette exigence éthique, cette exigence d'intérêt public, et d'essayer de casser les codes, ceux qui nous sont imposés par le misérabilisme aujourd'hui, toutes les pensées uniques, tous les opportunismes, c'est-à-dire ceux qui en permanence
valorise, survalorise les stratégies individualistes et démonétise justement toutes les formes d'engagement citoyen et personnel. Monsieur Borrello, sur l'une des 3 questions. Pour tenter de vous répondre, Madame, moi j'ai le sentiment que nous avons une chance inouïe. Nous avons une chance inouïe parce que, sans doute par timidité, lâcheté, déficit d'insurrection personnelle et collective, nous avons continué à vivre sur des modèles dont on savait très bien qu'ils ne pouvaient pas être pérennes. On a acheté une croissance à crédit, on continue de l'acheter d'ailleurs, et quand on achète une croissance à crédit, jetez un coup d'œil sur les bourses asiatiques depuis 48 heures, vous verrez ce que coûte la croissance à crédit, parce qu'on peut acheter de la croissance. Il suffit de la financer de manière artificielle, ça dure quelques temps, et puis depuis 48 heures, le niveau des bourses asiatiques est largement plus inquiétant pour le monde financier que le remboursement de la dette grecque, mais on en parle moins. Donc, on savait que les ressources, les subventions publiques finiraient par devenir plus rares, et ça ne concerne pas simplement le social, ça concerne la culture, ça concerne le sport. On imaginait que les formes juridiques nous protégeraient, c'est-à-dire que d'un côté on avait les méchants avec les entreprises, et puis de l'autre côté les gentils avec le monde de l'économie sociale. Alors, pendant longtemps j'ai cité des coopératives qui vendaient du cheval pour de la viande pour signifier que les statuts ne font pas la vertu. Donc c'était l'affaire Spanghero. On pourrait aujourd'hui parler de la démonstration éthique mondiale que donne une certaine fédération qui organise le football à travers le monde. C'est aussi un modèle associatif. Donc les statuts non plus ne feront pas la vertu. Et le sujet, c'est de dire aujourd'hui comment apprend-on à mesurer concrètement les impacts, pas avec des plaquettes sur la RSE de grands groupes, mais avec la capacité de demander des comptes, d'analyser, de mesurer l'impact social, l'impact économique et l'impact environnemental de toute action d'une organisation humaine quelle qu'elle soit, y compris d'un État, et d'exiger la transparence sur les effets de cet impact. On a une chance inouïe parce que de toute façon, le modèle ancien, même à crédit, ne fonctionne plus. D'ailleurs, il n'y a plus de crédit, pour être tout à fait clair. Donc, nous allons pouvoir inventer un monde dans lequel, et vous l'avez dit il y a quelques minutes, s'il y a croissance, elle doit être au service de l'intérêt général. C'est plus un but, c'est un moyen. S'il y a une mobilisation pour créer de nouveaux métiers par la transition écologique, etc. Si on a des capacités qui sont aujourd'hui augmentées par le numérique, ça ne doit pas permettre simplement Uberpop. Il faut rebattre les cartes, réécrire les règles en remettant l'essentiel au cœur du dispositif, c'est-à-dire la capacité à mieux vivre ensemble, puisque on a été très silencieux sur l'état du monde et les effets d'État terroriste, mais c'est un petit sujet qui est en train de couler un certain nombre de pays, dont la Tunisie où nous sommes très installés, et qui peut mettre à bas des tentatives démocratiques intéressantes en coulant l'économie, ce qui est en train de se passer chez mes amis tunisiennes. Donc l'obligation d'inventer un nouveau modèle, elle est là. La volonté d'insurrection, sans doute plus personnelle que collective, elle est plus présente, et c'était pas mal, Stéphane, et la capacité de s'indigner. Les créations, cette fois-ci collectives, originales ou différentes de ce qu'on a fait, elles commencent à percer. Donc je pense qu'on a une chance inouïe, c'est de pouvoir créer aujourd'hui les conditions d'un monde durable demain. D'accord, merci. Et M. Pezzini, peut-être sur la question grecque ou sur votre vision de long terme. Permettez-moi de commencer pour la deuxième, la prévision de long terme. Longuement, on a pensé que les marchés étaient gérés et organisés par des règles universelles. Et donc, l'efficience des marchés aurait permis de nous amener vers un seul monde dans lequel les choix rationnels des individus, on est tout arrangé.
C'était l'époque du consensus de Washington. Aujourd'hui, on a compris que ce type de logique nous a amené aussi à la crise économique et donc ce n'est pas l'approprié. Des fois, on a une deuxième version de nature différente, que des bonnes politiques bien faites et copiées dans tous les pays pourront permettre un résultat égal, c'est-à-dire un monde unique organisé par une seule logique à travers une homogénéisation progressive de l'action publique. Je pense que cette vision technocratique aussi n'est pas satisfaisante. Pour quelle raison? Parce que, issu de la réflexion que la crise et les erreurs qu'on a fait nous a produit, on se rend compte qu'il faut prendre en compte dans notre vision pas seulement les acteurs économiques, mais les institutions formelles, mais aussi informelles, la confiance et autre chose. Et donc, que si on prend en compte tout cet ensemble, la variété possible est bien plus élevée et elle se reproduit dans le temps. Donc, je ne pense pas que le futur va nous amener à un seul monde avec un gouvernement global qui oriente l'ensemble. Il peut nous amener vers des blocs, deux blocs, situation qu'on a déjà connue, en tout cas moi, compte tenu de la couleur de mes cheveux dans le passé, de blocs autarchiques, et ça c'est très dangereux. Ou on peut aller vers une situation multipolaire dans laquelle il y aura plusieurs régions et chacune entreprendre des parcours en partie similaires, en partie différentes, et beaucoup plus appropriés aux caractéristiques singulières. Maintenant, comment opérer dans ce dernier monde, que je pense le plus probable et peut-être souhaitable? Une chose est indispensable, construire des tables pour un dialogue entre égaux. Et ce n'est pas sûr qu'on y travaille exactement avec détermination. Et il faut souvent s'interroger quand on prétend de construire cette table. Est-ce qu'effectivement on veut voir en face de nous l'autre, ou est-ce qu'on veut avoir en face de nous la reproduction de nous-mêmes, notre miroir? Donc ça, c'est une question assez compliquée. Quant à la Grèce, je ne crois pas qu'elle représente l'ouverture d'une nouvelle perspective. Il y a eu beaucoup d'autres occasions. L'Uruguay, qu'est-ce qu'a mis en place l'Uruguay? Aussi une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus participative. Le Chili, dans le moment du référendum, qu'est-ce que c'était? C'était à peu près la même chose. Donc, en vérité, ce que je trouve important derrière la question est, pour l'Europe, bien évidemment, qui prend les décisions et quand il faut les prendre. Quel est le rôle des États nationaux? Quel est le rôle du Parlement européen et la construction européenne et de suite? Mais plus en général, la question est, quelle est la relation aujourd'hui entre les élites et les autres acteurs? Je me souviens dans mon pays une réflexion qui avait été faite parce que nous, on a eu un épisode très sérieux qu'on appelait le fascisme et on l'a reconnu qu'on l'a eu. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas l'organisation de certaines entreprises comme la vision stalinienne prétendait qui dominait la société. C'était ça plus un consensus de masse. Donc le problème est comment est-ce qu'on va éviter la possibilité de reconstituer un consensus de masse à des forces assez autoritaires qui existent dans tous les pays. Donc ça, pour moi, c'est la question, une des questions très significatives. Merci. Okay. Eric va déjà faire le mot de conclusion, mais juste avant, merci à nos trois intervenants pour ce débat.